Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Conscience TV, comme chaque mois, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Frédéric Deblois, avec qui nous allons parler aujourd'hui du magnétisme. Bonjour Frédéric Deblois. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer de manière simple ce qu'est le magnétisme et comment cela fonctionne? Oui, on peut considérer que c'est un échange énergétique entre le thérapeute et son client. Je dis pas patient parce qu'on n'est pas médecin. Donc, on va dire client ou pour l'instant. Et donc, c'est un échange énergétique entre deux personnes. Et le magnétiseur, lui, ayant plus d'énergie ou a la capacité à concentrer de l'énergie, il apporte de l'énergie à la personne, ce qui va permettre de relancer la circulation énergétique dans son organisme, dans les méridiens, les nadis, et de retrouver de la vitalité. On peut définir le magnétisme simplement comme ça. Alors, par le passé, j'entendais parler souvent de rebouteux. C'est quoi la différence entre un magnétiseur et un rebouteux? Ben, un rebouteux, ben, c'était souvent des personnes qui étaient installées à la campagne et qui soignaient les entorses, les luxations, ou les petites fractures. Mais c'est de la manipulation, ça peut se rapprocher de ce que font les ostéopathes actuellement. Et que le magnétisme, c'est vraiment un échange d'énergie à distance, à quelques centimètres de la peau ou même à plus grande distance pour couper le feu, ça peut se faire à plusieurs centaines de kilomètres. Donc le rebouteux, lui, touche les articulations et remet en place. Et le magnétiseur, lui, relance les circulations énergétiques. Mais il y a beaucoup de magnétiseurs qui peuvent utiliser des techniques des rebooteux pour quand il y a des entorses ou des problèmes spécifiques comme ça. Mais c'est deux techniques différentes. Depuis quand le magnétisme est-il utilisé et quelles sont ses origines? Eh bien, en fait, tous les peuples premiers ont toujours eu des thérapeutes et des énergéticiens pour guérir. Et ce que l'on sait, c'est que dans la haute antiquité, les prêtres égyptiens utilisaient l'imposition des mains pour soigner et ils attribuaient ce pouvoir au soleil. Et au XVIIe siècle, malgré la montée en puissance du rationalisme, il y avait un médecin allemand, Pierre Anton Mesmer, qui a développé l'idée de magnétisme animal. Et donc, lui pensait qu'on pouvait renforcer le magnétisme avec des aimants ou d'autres procédés. Et il s'appuyait aussi sur des ouvrages des médecins du XVIe siècle qui avaient déjà analysé qu'on pouvait soigner par l'imposition des mains. Il pensait que c'était un fluide magnétique. Depuis le XVIIe siècle, on a compris que c'est pas un fluide magnétique, mais c'est un fluide qui est émis par le corps, c'est des biophotons. En fait, la science a découvert que le corps humain et l'ADN émettent des biophotons. Et donc, il est probable que les magnétiseurs émettent plus de photons que des gens non magnétisés. Est-ce que je voudrais faire une comparaison? Est-ce qu'on peut comparer le magnétisme à l'aura, qui notamment avait été mise en évidence au XXe siècle par ce qu'on appelle l'effet Kirlian? Oui, alors, effectivement, le magnétiseur travaille sur les corps physiques et les corps énergétiques. Et donc, on peut supposer que le magnétiseur a un taux vibratoire ou plus, une densité énergétique plus importante que quelqu'un qui n'est pas magnétiseur. Donc, c'est pour ça qu'il va pouvoir apporter de l'énergie à quelqu'un qui va avoir un taux vibratoire plus bas. Mais tout le monde a des corps énergétiques et l'aura autour de lui. L'aura, ce que mesure l'effet Kirlian, c'est l'émission électromagnétique de l'organisme. C'est pas directement les corps énergétiques qui, eux, sont à l'intérieur du corps physique. Sachant que l'effet Kirlian et l'aura permettaient par des jeux de couleurs, si je ne me trompe pas, de déterminer la forme physique de quelqu'un, son état d'esprit, ses problèmes éventuels. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. En fonction des couleurs que la caméra détectait, on pouvait voir si la personne était de bonne humeur ou fâchée, ou aussi les organes qui fonctionnaient bien ou les organes qui étaient en disharmonie. Oui, c'est exact. Les C'est Russes ça. étaient ou sont toujours très en avance là-dessus. Quels sont les différents types de passes magnétiques et quels sont leurs effets? Euh, oui, il y a différentes techniques en fonction de ce qu'on veut traiter. Il y a des passes magnétiques pour enlever la douleur, d'autres pour apporter de l'énergie, d'autres pour vitaliser, d'autres techniques pour couper le feu ou enlever le zona. C'est pas la même chose. Les mouvements peuvent paraître les mêmes, mais en fait, c'est comme s'il y avait un ajustement du thérapeute ou un réglage du thérapeute en fonction de ce qu'il veut faire. Donc, l'énergie qu'il va envoyer va être modulée en fonction de son intention. Et après, effectivement, il y a des passes rapides où on passe rapidement les mains pour envoyer de l'énergie, ou des passes très lentes, ou même des endroits où on reste sans bouger pour apporter de l'énergie à un endroit très précis. On adapte en fonction de ce qui est
nécessaire de faire pour le patient. D'après ce que vous dites là, Frédéric, concrètement, un coupeur de feu et donc un magnétiseur? Beaucoup de magnétiseurs sont coupeurs de feu, à ma connaissance. Moi-même, je coupe le feu. Après, il y a des coupeurs de feu qui ne sont pas magnétiseurs. Mais je pense que tous les magnétiseurs sont coupeurs de feu. D'accord, d'accord. Est-ce que le Oui, est-ce magnétisme est... Oui, pardon. Ben, en fait, pour couper le feu, il y a des gens qui disent que c'est un don. Donc, c'est en partie un don, en partie une intention et une prière. Donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent couper le feu parce qu'ils ont reçu leur prière dans leur famille, mais ne pas pouvoir forcément magnétiser. Est-ce que le magnétisme est reconnu par la médecine traditionnelle ou allopathique? Ben, il y a des médecins qui reconnaissent le magnétisme ou le fait, en tout cas, qu'on peut couper le zone et couper le feu. Donc, il y a des hôpitaux, beaucoup plus en Alsace que dans le reste de la France, où il faut appel à des coupeurs de feu dans les services de grand brûle. Et puis, il y a des médecins qui envoient des personnes voir un magnétiseur pour le zona. J'ai des médecins qui m'ont envoyé des personnes pour couper le zona parce que les traitements marchaient, les traitements antiviraux marchaient pas. Il y a encore des médecins qui ne veulent pas y croire. Et donc, ceux-là, on peut rien faire. Oui, mais du coup, c'est presque une forme de reconnaissance officieuse de la médecine. C'est des médecins qui sont assez honnêtes pour reconnaître qu'il y a une limite dans leur pratique et que pour le zona, d'une manière spécifique, les traitements antiviraux marchent pas et ils savent que les, nous, les magnétiseurs, on peut le couper. Donc il y a des médecins qui font confiance et qui voient le résultat. Donc là, c'est juste être pragmatique. C'est juste reconnaître que l'antiviral marche pas pour le zona d'une manière spécifique et que nous, on peut couper le zona. Et on n'en a pas d'explication. Je ne peux pas vous expliquer rationnellement pourquoi les magnétiseurs coupent le zona et pourquoi les traitements marchent moins bien. Ça, je sais. Mais alors, d'après ce que vous dites, est-ce qu'on peut considérer que le zona a quand même un fond psychosomatique et qui n'est pas uniquement lié, par exemple, au virus qui est associé à la varicelle, si je me trompe pas, qui ressemble pour le moins? Oui, c'est ça, c'est le virus de la varicelle. Oui, en fait, moi, quand je coupe le zona, je regarde toujours s'il y a autre chose en arrière-plan. Et en fait, 90% du temps, les gens ont eu un choc émotionnel dans les jours qui ont précédé l'irruption du zona. Donc en fait, c'est pas un effet psychosomatique, c'est la personne qui a un choc émotionnel ou un accident de voiture ou quelque chose de grave qui fait chuter sa défense immunitaire et là le virus va exploser. Et pour certaines personnes, sortir sous une forme de zona sur les nerfs et, et voilà. Mais il y a toujours un arrière-plan. C'est pas juste le zona tout seul. Ouais. Quelles sont les principales affections? Là, on vient de parler du zona notamment et de couper le feu pour des grands brûlés, mais les principales affections que le magnétisme peut soulager? Ben, la plupart du temps, c'est pour des problèmes de peau. Le magnétisme est aussi très efficace pour baisser l'inflammation. Qui est maladie moderne, les maladies de civilisation, de douleurs, de fibromyalgie, douleurs inexpliquées. Là-dessus, nous, les magnétiseurs, on a des très bons résultats parce qu'on permet de relancer la circulation énergétique, de baisser les inflammations sur l'organisme et donc les personnes vont mieux. Après, on peut traiter tout ce qui est fatigue chronique, stress, burn-out. Et pour ma part, j'associe aussi un travail de libération émotionnelle pour faire un travail complet. Et après, donc, je vous disais aussi tout ce qui est problème de peau, psoriasis, les verrues. Parce que aussi la peau, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est aussi la protection de l'organisme, c'est notre bouclier, mais c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, Donc, les bien sûr. problèmes de peau, psoriasis ou d'autres, en fait, c'est comme un signal de la peau pour dire il y a un problème. Et donc, des gens viennent me voir pour un problème de peau, on traite le problème de peau, mais il faut regarder aussi ce qu'il y a derrière, comme pour les autres. Le magnétisme donc permet de soulager différentes affections. Il contribue également à réduire la douleur dans certaines situations. Avec le magnétisme, on peut réduire la douleur parce que je vous disais qu'on a un fort effet anti-inflammatoire. Donc, on relance en même temps la circulation énergétique, mais aussi la circulation sanguine. Et donc, les hématomes peuvent être réduits. Et aussi, donc, ça réduit forcément la douleur. Tout à l'heure, on parlait de corps énergétique. Il faut savoir que quand il y a un problème sur le corps physique, ça se reflète sur les corps énergétiques. Et donc, la douleur qui est sur le corps physique, elle existe aussi sur les corps énergétiques en laissant comme une trace ou une cicatrice. Et donc, le magnétiseur, lui, a la capacité de travailler autant sur les corps physiques que les corps énergétiques. Donc, on peut traiter toute la cause complète de la douleur. Tandis qu'un médicament allopathique va traiter que le corps physique et pas les corps énergétiques. C'est pour ça que dans certains cas, on peut enlever la douleur, alors que la médecine moderne peut la réduire, ne pas l'enlever complètement. Est-ce qu'on peut utiliser le magnétisme en complément d'un traitement médical? Ah oui, il n'y a pas d'effet secondaire sur le magnétisme, donc on peut être associé à des traitements allopathiques.
Et Mhm. même, on peut rendre les traitements allopathiques plus efficaces parce qu'on va permettre à la personne d'être mieux en forme, de retrouver de la vitalité, de l'énergie. Ce qui fait que sa défense immunitaire va être plus à même de se défendre contre la maladie et d'accepter le traitement et faire en sorte qu'il y ait moins d'effets secondaires du traitement médical. Parce que, par exemple, dans les chimiothérapies, les radiothérapies, c'est utile pour traiter certains cancers, mais ça a des effets secondaires. Et donc, si des personnes suivent une radiothérapie ou une chimiothérapie, c'est bien d'aller voir un thérapeute comme un magnétiseur pour enlever les effets secondaires. Et là, le traitement sera encore plus efficace. D'accord. Et on peut considérer que le magnétisme a des bienfaits sur le bien-être général? Ah oui, parce qu'on peut augmenter la vitalité. Comment on relance la circulation énergétique au niveau des méridiens, des nadis, qu'on peut travailler sur des organes qui sont en dysfonctionnement. En fait, on réharmonise l'ensemble de l'organisme. Et donc, le moral va mieux après. Et la personne se sent plus en forme, a plus d'énergie, dort mieux. Donc, son état de forme est amélioré. Donc, Mhm. effectivement, on travaille. En fait, le magnétisme, c'est une technique globale. C'est un soin holistique. Je me permets une question complémentaire. Étant donné que chacun dégage son propre magnétisme, on est bien d'accord. Est-ce qu'il est possible de se confronter à deux magnétismes, un peu, vous voyez, comme des aimants qui s'attirent ou qui peuvent s'opposer en fonction des pôles? Est-ce que des magnétismes peuvent s'opposer et vous empêcher, par exemple, de soigner une personne parce que vous n'arrivez pas à entrer en phase avec elle, par exemple? Je pense déjà qu'on peut, en première réponse, il y a déjà la notion de taux vibratoire qu'on mesure par radiesthésie avec le diagramme de Bovis. C'est juste, il n'y a pas d'unité, c'est juste une indication. Et souvent, les magnétiseurs ont un taux vibratoire en unité Bovise qui oscille entre 10 000 et 15 000, ce qui est plus que le commun des mortels qui est entre 8 et 9. Commun des mortels, entre guillemets, il n'y a pas de meilleure qualité. Un magnétiseur n'est pas quelqu'un de mieux qu'un autre, c'est juste qu'il a cette capacité. Et ce que je veux dire, qu'il a plus, son taux vibratoire est plus élevé. Et donc, il a la capacité d'envoyer plus d'énergie. C'est comme si on a une batterie comme pour les voitures électriques, il y a des voitures électriques qui ont des petites batteries, donc elles font 200 km, et d'autres qui ont des énormes batteries, elles font 500 km. On peut le voir comme ça. On envoie plus d'énergie. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une disharmonie entre deux énergies? Probablement, je ne sais pas. En tout cas, euh, tous les magnétiseurs n'ont pas les mêmes résultats avec toutes les personnes. Il y a des personnes qui auront des très bons résultats avec un magnétiseur en particulier et d'autres personnes qui n'auront pas de résultats avec cette personne. Alors peut-être que ça peut s'expliquer de cette manière, c'est possible. Oui, ça semble être relativement logique en fait. Et d'ailleurs, le magnétisme est-il tout aussi efficace sur les animaux? Oui, les animaux, ils sont très sensibles. C'est des soins très efficaces pour les animaux parce que ça les perturbe pas. Il n'y a pas d'effet nocebo chez les animaux, donc eux, ils ressentent le magnétisme, ils l'acceptent, ils ressentent que ça leur fait du bien. C'est moins intrusif que d'autres techniques de soins. Et on peut aussi le faire à distance. Donc pour les animaux, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, je l'avais dit, je pense, dans l'émission sur la communication animale où je fais des soins de magnétisme sur les animaux. Mais oui, mais en plus, on voit qu'ils y sont sensibles. Quand on magnétise des animaux en présentiel, on voit qu'ils sont calmes, qu'ils s'endorment et puis ils ressentent réellement ce qu'on fait. Si on s'intéresse à ce que j'appellerais, comme on le dit au collège ou au lycée, aux sciences de la vie et de la terre, le magnétisme, on nous l'apprend dès le plus jeune âge par rapport à la Terre, par rapport aux éléments. Je vais parler même de la radioactivité, qui en quelque sorte est une forme de magnétisme ou d'émission d'ondes. Comment on peut dissocier ou distinguer le magnétisme terrestre du magnétisme humain, végétal ou animal? Déjà, hein, excusez-moi de dire ça, mais en reclarifiant les choses. La Oui, radioactivité n'est pas liée au magnétisme, c'est de l'électromagnétisme, mais c'est une émission d'ondes et de photons. Et donc, il y a d'accord, l'électromagnétisme parce qu'en fait, il y a une interaction entre les électrons et les photons. Et d'accord. Einstein et puis les physiciens en physique quantique ont compris que des photons peuvent émettre des photons peuvent être absorbés par des électrons, ce qui fait que ça augmente leur énergie, et ils peuvent Mhm. réémettre des photons. C'est pour ça qu'il y a Ok. l'électromagnétisme, parce que les deux sont liés. Mais la radioactivité, c'est des noyaux qui sont très massifs, où il y a beaucoup de protons et de neutrons qui se cassent, et la différence de masse fait que ça libère de l'énergie sous forme de lumière, mais de très haute énergie, et c'est ça qui fait qu'elle est très dangereuse. Euh,
Après, le magnétisme terrestre, oui, c'est parce que la Terre a un noyau métallique qui tourne et qui a une vitesse différentielle par rapport à la Terre. Et donc, tout le mouvement de toutes ces couches-là fait qu'il y a des frottements et ça génère un champ magnétique. Mais ce qu'on appelle le magnétisme humain ou ce que Mesmer appelait le, le magnétisme animal, en fait, n'est pas vraiment du magnétisme. Maintenant, la science l'a compris, je pense que ça correspond au biophoton. Si j'en viens aux séances de magnétisme, comment ça se déroule une séance de magnétisme typique? Pour ma part, je commence la séance par écouter la personne et pour bien comprendre sa problématique. Et ensemble, on définit un objectif de la séance. De mettre un objectif à la séance, ça permet, s'il y a un travail de libération émotionnelle, de cibler ce qu'il y a à travailler. Après, une fois que l'objectif est déterminé, par anesthésie, je cherche les différentes techniques que je dois utiliser par rapport à la problématique de la personne. Différents types de passes magnétiques, différentes techniques. Et puis après, je procède aux soins, donc souvent par un rééquilibrage énergétique et l'application des différents protocoles. Et éventuellement, ensuite, la libération émotionnelle avec des protocoles issus de la kinésiologie. Il y a une durée moyenne par séance ou pas nécessairement? Une séance classique, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et des contre-indications? Il n'y a pas vraiment d'effet secondaire au magnétisme. Mais la contre-indication que je verrai, c'est si quelqu'un vient de manière forcée ou parce que sa famille ou sa femme ou je ne sais pas qui l'envoie voir un thérapeute et qui vient entraînant les. Alors là, on aura peu de résultats parce qu'il y a l'effet nocebo. Tout le monde connaît l'effet placebo, mais l'effet nocebo est encore plus puissant que l'effet placebo. Et si quelqu'un pense qu'un traitement n'est pas efficace, que ce soit un traitement allopathique ou énergétique, ça ne fait pas de différence, ça ne marchera pas. Donc si la personne vient en se disant oui, mais ça sert à rien, c'est du charlatanisme, on pourra travailler, mais son corps ne prendra pas les bienfaits de la séance. Et donc on n'aura pas d'effet derrière. Je pensais, vous voyez, à un géobiologue qui intervient régulièrement sur Conscience également, qui évoquait, alors non pas le magnétisme, mais le Reiki, et qui expliquait que par rapport à la discipline qui était la sienne, c'était notamment déconseillé, par exemple, pour des personnes qui étaient porteuses d'un pacemaker, parce que le Reiki avait tendance à ralentir, par exemple, l'activité cardiaque de l'intéressé, etc. Ça peut s'appliquer au magnétisme, alors pas nécessairement pour des porteurs de pacemaker, mais pour d'autres personnes en dehors de ce que vous venez d'évoquer notamment. Ah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ce cas-là, parce que oui. Alors ça dépend sur quoi on doit travailler. Dans ce Mhm. cas-là, il faudra adapter la séance pour la personne pour ne pas travailler dans la zone du cœur. Et voir d'ailleurs, avant oui, ce que je veux dire aussi, c'est qu'avant de recevoir quelqu'un, on teste si on a le droit de travailler sur cette personne ou non. Et donc, moi, je le fais par anesthésie, et si le test me dit que j'ai pas le droit de travailler sur cette personne, je l'envoie voir quelqu'un. Donc, ça peut arriver. On n'a pas forcément d'explication de pourquoi. Mais oui, j'avais pas pensé au pacemaker. Effectivement, il faut être prudent par rapport à des personnes qui portent. Après, le Reiki, c'est une forme de magnétisme, de toute façon. C'est un échange énergétique entre le praticien et son Alors, patient. sauf que le Reiki fait appel à une forme de magnétisme universel, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, mais tout le monde. En fait, le japonais qui a inventé le Reiki, il Mhm. voulait comprendre comment le Christ guérissait. Et donc, il s'est dit, on peut guérir par l'imposition des mains. Il s'est mis à guérir des personnes et il a inventé des techniques. Et après, le Reiki a voulu réinventer la roue en se disant, nous, c'est une technique de magnétisme à part et c'est que nous qui la. Bon, mais en fait, tout le monde est connecté à l'éther ou à l'énergie universelle ou le ki, le chi, enfin, on l'appelle comme on veut. Et donc, même si le magnétiseur a un taux vibratoire plus élevé, on canalise de l'énergie pour l'envoyer vers la personne. Donc, en fait, on fait pareil, mais sauf qu'eux, ils ont peut-être des protocoles déterminés et que nous, on travaille d'une façon différente. Mais c'est bien. Dans les deux cas, c'est pour aider la personne et remonter son taux vibratoire. Mais effectivement, oui, les personnes qui ont un pacemaker, il faut faire attention. Mais après, si c'est un problème de cheville ou de pied ou une verrue sur le gros orteil, on pourra le traiter. Mais on ne fera pas la même séance. Il faut Ça, l'adapter à ça, chacun. ça peut fonctionner pour, qu'est-ce que j'ai en tête, par exemple, des dysfonctionnements masculins. Alors, je pense à des troubles sexuels ou des choses comme ça, où c'est pas du tout adapté dans le cas présent de magnétisme. Et ça dépend de l'origine des troubles. Ouais. S'ils sont d'ordre émotionnel et énergétique, s'ils sont d'ordre physique, réellement physique, ou s'il y a des organes qui sont altérés, par contre, on peut intervenir après une opération pour accélérer la cicatrisation et faire de relancer l'énergie. C'est quand quelqu'un est opéré, si on ouvre le corps, on ouvre aussi les corps énergétiques.
Et ça, les chirurgiens n'en tiennent pas compte. Et donc, si quelqu'un a une opération, c'est très bien d'aller voir un thérapeute pour refermer les corps énergétiques. Il peut y avoir un réel gain de temps sur la cicatrisation par le magnétisme, ouais. Ben, oui, la cicatrisation pourrait être plus rapide, mais surtout, la cicatrisation se fera mieux. En fait, s'il y a une information négative sur la cicatrice, comment je pourrais expliquer ça? Imaginons que le chirurgien, le jour où il a opéré, était de mauvaise humeur ou que pendant l'opération, il apprenne une mauvaise nouvelle. Et pendant qu'il referme la cicatrice, ou qu'il y a une atmosphère lourde dans la salle d'opération. Cette information peut rester dans la cicatrice, même si c'est difficile à mesurer de manière physique. Et cette information reste. Et lui, l'organisme va garder cette information, et quand la cicatrisation va se faire, ça peut altérer les tissus qui vont se refermer. Donc, la cicatrice pourrait être moins belle. En travaillant sur cet émotionnel qu'il y a eu, et ne serait-ce même que par le magnétisme, on peut améliorer l'état de la peau et l'état de surface de la peau et faire que l'énergie recircule. Et après, pour les problèmes que vous évoquez de troubles masculins ou troubles féminins, peu importe, s'il y a une cause énergétique, on peut travailler dessus. Il y a une notion de combien de séances qui puissent être généralement nécessaires pour obtenir des résultats. Là aussi, c'est quantifiable ou c'est vraiment au cas par cas en fonction des pathologies rencontrées par les clients que vous allez rencontrer? Ça dépend de chaque personne, mais là, on est sur des thérapies. Donc, entre 2 et 3 séances, on obtient déjà des résultats. Et comment un client peut-il choisir un magnétiseur? Sur quels critères? Alors, en dehors, bien évidemment, des critères de proximité géographique, ou est-ce qu'il y a des critères spécifiques, notamment en termes de spécialité, qui les aideront à s'orienter? Oui, il y a des magnétiseurs qui ont des spécialités, donc il faut regarder ça. Après, il faut avoir confiance dans le thérapeute. Parce que la personne va livrer des éléments personnels, elle va s'allonger sur une table, la personne va travailler même à distance sur elle, mais on est à côté de la personne, donc il faut que la personne soit en confiance pour accepter la séance ou le fluide énergétique. Donc il faut que la personne regarde le site internet, les avis des clients, et prenne contact avec le thérapeute pour échanger avec lui. Et si elle se sent en confiance, d'aller le voir. Mais on ne peut pas avoir de bons résultats sur quelqu'un qui n'est pas, qui doute du thérapeute. Donc, il faut se renseigner avant, regarder les avis, regarder les différents sites internet et suivre son intuition pour que la personne aussi soit actrice de son changement ou de son amélioration de santé. Et donc, il faut qu'elle suive là son intuition, et si son intuition lui dit que c'est plutôt tel thérapeute qu'un autre, de l'écoute. Vous me confirmez bien que le magnétisme peut survenir à distance par ailleurs? Oui, on peut faire des séances de magnétisme à distance. D'ailleurs, le magnétisme en cabinet, déjà, c'est à distance, à quelques centimètres de la peau, mais c'est déjà à distance. Et après, en fait, on pourrait le faire à des distances beaucoup plus grandes. Et là, moi, je fais aussi des séances à distance. J'ai déjà enlevé des douleurs chez des gens à distance suite à des opérations. Des personnes qui avaient très mal et qui m'ont envoyé leurs photos, et en travaillant sur eux, 10 minutes après, ils avaient plus mal. Donc ça se déroule donc par l'envoi d'une photo, mais ça peut se faire. Alors c'est un petit peu bête ma question, mais ça peut se faire par téléphone, par visio, ou c'est sur photo uniquement? Non, moi, alors, ce que je fais, j'échange en amont avec la personne pour comprendre sa problématique, comme si si elle venait me voir en présentiel. Et une fois que c'est fait, elle m'envoie une photo d'elle et une photo de la zone, si c'est possible, de la zone impactée, même habillée, une photo du genou ou du pied, et une photo d'elle. Et après, moi, je travaille sur la personne comme si j'étais en cabinet. Mais dans ce cas-là, je ne le fais pas avec le téléphone ou avec l'ordinateur. La personne reste chez elle ou éventuellement à son travail, mais le plus au calme possible, pas en conduisant. Et après, moi, je travaille sur la personne et je fais les différentes techniques que j'ai à faire pour soulager la personne. Et ça marche en fait aussi bien à distance qu'en présentiel parce que on se connecte à la personne via la photo. Il y a des remontées d'informations du client assez rapidement pour vous confirmer les effets qui en résultent assez, je veux dire, en termes de quelques jours ou quelques semaines, ça se déroule comment concrètement? Ça dépend de contrainte. Pour les douleurs post-opératoires, c'est à l'échelle de quelques heures. Ou pour couper le feu, c'est à l'échelle de, oui, 20 minutes ou 1 heure maximum. Après, il y a quand c'est des problématiques émotionnelles qui sont installées depuis très longtemps, ou des personnes qui ont un zona depuis 6 mois, alors là, on peut l'enlever, mais s'il faut plusieurs séances.
Et après, les effets se font sur le moyen long terme. Une séance de magnétisme, ça agit pendant 3 semaines, un mois. Donc les effets peuvent ne pas se voir tout de suite parce qu'en fait, on travaille sur les corps énergétiques. Et après, il faut que l'information soit prise en compte par le corps physique. Et là, il y a une inertie. Donc quelquefois, l'effet est immédiat ou très rapide et quelquefois, il est plus. Après, pour se rendre compte des effets, moi, je réalise un suivi des clients où je leur envoie un SMS ou je les appelle quelques temps après la séance pour savoir comment ils vont. Alors, Frédéric, vous êtes géobiologue, vous êtes magnétiseur, vous êtes communicant animal. Y a-t-il une des disciplines que vous ayez commencé en premier ou globalement toutes ces disciplines se sont naturellement associées les unes aux autres? Je ne me suis pas formé en même temps à chaque discipline. Celle à laquelle je me suis formé en premier, c'est la géobiologie, puis le magnétisme et la communication animale. Mais à l'époque, j'étais conducteur de travaux, des travaux sur corde. Et quand je me suis installé pour pratiquer les trois en même temps. Et qu'est-ce qui vous a conduit précisément et personnellement vers le magnétisme? En fait, depuis petit, je me demandais si j'avais le don pour être magnétiseur. Et en fait, dans les années 80, on disait oui, mais il faut un don, et puis c'est transmis de magnétiseur à d'autres personnes, et donc je ne savais pas si j'avais ce don. Et un jour, je me suis dit, pour savoir, parce que j'ai cette intuition que je suis petit, depuis que je suis petit, et cette attirance vers le magnétisme, je vais aller faire une formation, et on verra bien. Donc, j'ai suivi la formation de l'IFTA, l'Institut français des thérapies alternatives, et durant la formation, les autres élèves me disaient que quand je les magnétisais, c'était plus intense que les autres et ils ressentaient plus d'effets. Et donc, ça m'a confirmé que je devais me lancer dans cette voie-là. D'accord. Tout à l'heure, vous évoquiez, on a parlé de la communication animale et justement du magnétisme pour des soins aux animaux. Est-ce que vous constatez dans votre activité de fortes interactions entre, par exemple, géobiologie et magnétisme, géobiologie et communication animale et magnétisme? Le tout est très interactif? Oui, le tout est interactif parce que, en fait, c'est une capacité à écouter son environnement déjà pour la géobiologie et la radiesthésie. Et pour être un bon thérapeute, il faut écouter son patient et l'écouter réellement, ressentir sa problématique et écouter ses mots et le comprendre. Donc, il y a une ouverture aux autres et une ouverture au monde qui est nécessaire pour ce type de pratique. Et puis, il y a aussi une connexion à l'énergie par la radiesthésie ou le magnétisme. En fait, la radiesthésie, on reçoit l'émission énergétique de quelque chose et le magnétisme, on envoie une information énergétique. Donc, il y a beaucoup de magnétiseurs qui sont eux-mêmes géobiologues ou de magnétiseurs qui font de la communication animale. C'est souvent ces trois pratiques qui se mélangent. D'accord, d'accord. Quelles sont les formations nécessaires pour devenir magnétiseur? Alors, il y a des magnétiseurs qui exercent sans formation parce qu'ils ont le don ou que c'est leurs aïeux qui leur ont transmis, donc ils exercent comme ça. Pour ma part, je ne voulais pas me lancer sans faire de formation. Donc, j'ai suivi 2 stages de formation de magnétiseur auprès de l'Institut français des thérapies alternatives pour avoir des protocoles, une base explicative, enfin une compréhension du phénomène et, euh, et aussi pour me faire confiance. Parce que même si je ressentais que j'avais cette capacité, j'avais besoin d'avoir des protocoles et des méthodes de travail pour pour être plus fiable et savoir que je faisais pas n'importe quoi. Je voudrais aborder deux termes spécifiques. Alors là, je fais appel à vos connaissances. C'est quoi le quantum touch? Bah, c'est une forme de magnétisme. En fait, c'est qu'on donne des noms à, à des techniques qui ont toujours existé, en fait. Et donc, il y a des personnes D'accord. qui ont dit, la façon dont je fais là, c'est du quantum touch, je bouge les mains comme ça, ou j'enlève la douleur comme ça, et j'appelle ça comme Et si on parle des soins esséniens, c'est quoi la différence? Alors ça, c'est d'origine égyptienne, c'est ça? oui, alors les soins esséniens. Les soins esséniens, c'est autre chose. Ok. Autant dans le magnétisme, il y a différentes appellations pour des pratiques qui sont similaires. Et donc, le quantum touch, pour dire, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit ça vient de l'intrication quantique et de la physique quantique. Donc, c'est mettre des mots de la physique moderne sur des pratiques qui ont toujours existé pour les Mhm. rationaliser ou les faire passer auprès du grand public. Je pourrais dire Ok. ça, oui. Mais pour revenir aux soins enseignants, oui. Les soins enseignants, c'est une technique à part entière qui nous vient des Esséniens et des Égyptiens en grande partie et qui a été canalisée par des thérapeutes comme Andy Vaudan et Pascal Meurot. Donc, ils ont canalisé ces techniques de soins. Et donc, c'est des protocoles adaptés à différents
différentes problématiques. Il y a des soins grande fatigue, des soins de dépression, des soins pour les problèmes féminins, des problèmes de règles. Et il y a un formalisme particulier pour les soins seniors qu'on ne retrouve pas forcément dans les séances de magnétisme. Donc, je ne mélange pas les deux. Il y a des personnes qui viennent me voir pour les soins enseignants, et dans ce cas-là, j'applique des techniques spécifiques aux soins enseignants, et d'autres personnes qui viennent me voir pour des séances de magnétisme et de libération émotionnelle, et donc après, j'utilise ces techniques. Mais on ne peut pas mélanger les deux en même temps dans la même séance, faire des soins enseignants et du magnétisme. Même si les soins enseignants sont quand même des soins énergétiques. Mais pour clarifier un petit peu plus, quelles sont les différences fondamentales entre les soins esséniens et le magnétisme traditionnel? Le magnétisme traditionnel, ce sont des mouvements ou des passes magnétiques qui se font à distance de la personne pour faire circuler l'énergie ou recharger un endroit en énergie. Donc, les soins esséniens, il y a des endroits où il faut toucher des points spécifiques, un peu comme en médecine chinoise ou en médecine ayurvédique. Toucher ces points spécifiques, faire circuler l'énergie entre deux points. Et en fait, ces soins ont été canalisés. Donc, il y a un formalisme à suivre. Donc, dans les soins esséniens, dans le protocole, c'est marqué qu'il faut connecter ces deux points, par exemple, faire la circulation énergétique et après passer à d'autres points et ainsi de suite. Et là, on est obligé de suivre tout ce formalisme qui est adapté à chaque problématique. Il y a aussi un travail sur la libération des chakras qui est beaucoup plus importante dans les soins esséniens. Du coup, ça m'amène à une question complémentaire. Comment vous arrivez à combiner les différentes techniques au cours de vos séances? Si les personnes viennent me voir pour les soins esséniens, en début de séance, il y a toujours l'échange pour connaître la problématique de la personne et déterminer les soins qui lui sont le plus spécifiques. Donc, si la personne est très fatiguée, il y a les soins grande fatigue, les soins pour la vitalité. Donc ça, et après, je suivrai les protocoles des soins esséniens. Si c'est les soins de magnétisme classique, ben, j'ai toute une liste de différentes pratiques en magnétisme et de soins émotionnels que je peux utiliser et qui seront adaptés à la personne. Mais encore une fois, je ne fais pas les deux en même temps. Donc, il y a les séances classiques de magnétisme et de libération émotionnelle. Et dans les techniques de magnétisme, il y a des techniques pour relancer la circulation énergétique, pour rééquilibrer la personne, pour remonter le taux vibratoire. Il y a des personnes qui en ont besoin, d'autres. Donc, quand les personnes sont vraiment fatiguées ou que le taux vibratoire est très bas, je fais toujours un rééquilibrage énergétique en début de séance. Parce qu'on ne peut pas travailler sur un problème spécifique si le corps de la personne n'est pas assez remonté en énergie. Sinon, son corps ne va pas prendre le. Et pour la libération émotionnelle, eh ben, il y a différents protocoles issus de la kinésiologie, comme le baromètre relationnel, le baromètre de comportement, la roue des émotions. Et donc, il faut aller chercher les émotions spécifiques qui empêchent la personne d'être bien ou de réaliser son objectif. Les différents points que vous venez d'évoquer vous permettent de vous assurer de l'efficacité de vos traitements? L'efficacité, on le voit sur le temps qui suit la séance, sur les jours suivants ou les semaines suivantes, si la personne va mieux, si ses douleurs ont été réduites ou si ses problèmes de peau disparaissent. L'amélioration est factuelle, en fait, elle est mesurable par le bien-être de la personne. Si je reviens à des aspects plus éthiques et déontologiques, est-ce qu'il existe une sorte de charte de guérisseur magnétiseur et comment, à votre niveau, vous vous y conformez si celle-ci existe? Oui, il existe la charte du syndicat Nyomas Nama, charte à laquelle que j'ai mis sur mon site parce que moi je respecte cette charte-là, mais je ne suis pas encore adhérent pour l'instant au Nyoma et à la SNAP. Ça viendra un jour. Pour l'instant, je ne suis pas adhérent à ce syndicat. Mais en tout cas, la charte nous avait été donnée dans les formations de magnétisme et je respecte l'ensemble de ces points. Est-ce qu'il faut une certaine déontologie et un sérieux dans cette pratique? Bien sûr. C'est vrai que ce sont des pratiques que les gens peuvent percevoir comme ésotériques. Il faut quand même avoir les pieds sur terre et être quelqu'un de sérieux. Je suis même à réfléchir, vous voyez, en même temps qu'on se parle, parce que je suis en contact avec un assez grand nombre d'hypnothérapeutes. Et j'étais à même à me dire au fond de moi, mais je me disais, finalement, est-ce que l'hypnothérapie, à sa manière, n'est pas une forme de magnétisme également? Je dis peut-être une bêtise, hein, parce que je sais bien que c'est pas la même approche, mais on a le sentiment quand même que ça produit les mêmes effets avec cet accord entre l'hypnothérapeute et son client, tout comme ce serait le cas entre le magnétiseur et son client concrètement. Alors, effectivement, pendant les séances de magnétisme, les personnes se mettent dans un état de relaxation et il y a un effet, entre guillemets, d'endormissement du magnétisme. D'ailleurs, il y avait une personne qui travaillait avec Pierre-Antoine Mesmer, comment il s'appelle? Ça ne me revient pas, enfin, qui était un noble français,
qui a développé des techniques d'hypnose qu'il associe au magnétisme. Et en fait, c'est pas vraiment la même chose. Mais c'est vrai que le magnétisme a un effet relaxant. Et le fait que la personne se mette dans cet état de relâchement, ça permet de libérer les tensions et à l'énergie de circuler. Mais après, l'hypnothérapeute va pas travailler de la même façon. Il va demander, l'hypnothérapeute, de ce que j'en comprends, va demander au cerveau de la personne, au corps de la personne, de libérer des blocages. Et donc, c'est la personne qui va travailler sur elle-même, tout en étant guidée par le thérapeute et l'interaction et les retours qu'il y a avec la personne. Tandis que là, le magnétiseur, nous, on a un effet actif sur la personne. Tandis que l'hypnothérapeute, lui, va orienter la personne pour qu'elle l'auto-agisse sur elle. Là où je trouve qu'il y a un point commun, j'ai le sentiment que ce soit l'hypnothérapie ou le magnétiseur, ou le magnétisme du moins, qu'il y a quand même cette notion d'acceptation ou de consentement de la part du client dans les deux cas. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de confiance. Il faut que la personne ait confiance. Exactement. Parce que l'hypnothérapeute va rentrer comme dans le cerveau de la personne. Donc, il faut l'accepter. Ça fait combien de temps, Frédéric, que vous êtes magnétiseur? Que j'ai fait la formation de mémoire, ça fait 7 ans. Que je suis installé, ça fait plus de 5 ans. Vous pourriez évoquer, tout en respectant le secret professionnel, quelques cas de personnes dont les effets du magnétisme ont été vraiment, vraiment probants, voire rapides, que vous auriez à l'esprit à partager avec nous? Oui, ben, par exemple, sur les zonas, j'ai enlevé plusieurs dizaines de zonas chez des personnes, dont des personnes qui l'avaient installé depuis plusieurs mois. Et après mon intervention, là, il a fallu 3 séances. Mais j'ai réussi à enlever complètement le zona. Après, j'ai en mémoire des personnes qui m'ont appelé pour des douleurs post-opératoires. Et là, ces personnes-là, je les ai faites à distance. Et les douleurs ont disparu après mon intervention dans la journée. Donc ça, c'est des résultats concrets. Quand vous parlez de personnes pour lesquelles vous êtes intervenu en post-opératoire, ces personnes auraient été guidées par le personnel hospitalier vers vous ou c'est eux qui ont fait la démarche d'eux-mêmes? Non, c'est eux qui ont fait la démarche de même. D'accord. Après, il y a des problèmes de peau qui ont disparu. Donc ça, c'est factuel aussi. Ok, ok, ok. Et vous êtes intervenu en qualité de coupeur de feu par ailleurs ou pas du tout? Jamais? Oui, si, je coupe le feu aussi. Alors pour couper le feu, ça c'est gratuit, couper que le feu. Le zonage, je ne fais pas des séances gratuites parce que je vais toujours chercher à l'arrière-plan, donc il faut faire une séance complète. Mais pour Mhm. couper le feu, oui, ça c'est gratuit et je le fais. J'ai d'ailleurs une anecdote pour le fait de couper le feu parce que je vous disais tout à l'heure qu'on n'intervient pas sur les personnes quand elles conduisent ou qu'elles sont occupées. Il y a une fois une personne qui m'avait, un touriste qui était dans la région, dans les Alpes de Provence où j'habite, qui m'avait appelé pour couper le feu et moi je croyais qu'il était à la plage ou à rien faire comme on était les. Et en fait, j'ai coupé le feu au milieu de l'après-midi. Et après, il est revenu vers moi 1 heure après, il m'a dit, mais à quelle heure vous avez coupé le feu? Et donc je lui ai dit, bah, il était telle heure. Et puis il y avait le SMS que je lui avais envoyé qui attestait Il m'a dit, ah oui, mais alors c'est pour ça, j'étais en train de conduire. Et d'un coup, j'ai ressenti que j'avais plus mal. Je lui dis, oui, mais moi, je ne savais pas que vous étiez en train de conduire. Je n'aurais pas dû le faire à ce moment-là. Mais bon. Mais en fait, là, on a pu associer le moment où je suis intervenu et le fait que la douleur a disparu. Juste une précision par rapport, parce que ça m'intéresse vraiment la notion de coupeur de feu. Alors, je ne vais pas demander comment vous l'expliquez, parce que c'est peut-être pas évident, mais comment ça se déroule? C'est-à-dire que vous coupez le feu, sous-entendu, est-ce que vous-même, vous percevez cette douleur que le client avait ou vous l'évacuez? Ça se déroule comment concrètement? Alors, c'est vrai que quand j'enlève du feu ou même des douleurs, ça peut faire pareil. Je peux le ressentir dans mon corps et je peux ressentir que je transmute quelque chose. Ça peut m'arriver. D'accord. Après, il y a une autre notion dans le fait de couper le feu, c'est qu'il y a une prière qui est associée au fait de couper le feu. Donc, il y a la prière qui est elle-même agissante. Même si des gens ne sont pas croyants, on peut considérer que l'effet d'avoir l'intention qui se porte sur quelque chose a un effet. Et donc, la prière, c'est en fait dire je souhaite que ceci ait un effet. Donc, la prière, c'est un amplificateur de notre intention. On peut le voir comme ça, si on n'est pas croyant. D'accord. Si on est croyant, on peut considérer qu'il y a une autre intervention. Et ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut là-dessus. Mais donc, moi, quand je coupe le feu, je fais ma prière pour couper le feu. Et j'agis aussi énergétiquement pour enlever ce feu et le transmuter.
j'en viens un petit peu à la question qui fâche. Il y a des études scientifiques qui ont été menées sur le magnétisme avec des résultats mis en avant ou des aspects un peu plus rationnels qui ne seraient pas expliqués. À ma connaissance, ben, il n'y a pas eu d'études scientifiques pour prouver le magnétisme ou prouver que ça n'existait pas. Par contre, ce que je sais, c'est que la science a prouvé que les corps humains, enfin, l'ADN, émet des biophotons et est sensible à la réception des biophotons. Et que la réception des biophotons change l'expression des gènes. Et les cellules elles-mêmes émettent des biophotons. C'est comme ça qu'on peut expliquer l'effet Kirlian dont on a parlé tout à l'heure. Mhm. Et donc, moi, je présume que ce qu'on appelle le magnétisme, c'est l'émission de ces biophotons qu'on arriverait à rendre plus cohérent ou à concentrer pour que ça ait un effet sur la personne. Et dans ce cas-là, ces biophotons arriveraient chez la personne avec une information et permettraient à ces cellules de changer leur mode de fonctionnement et de relancer la circulation énergétique de pour les méridiens. L'énergie, c'est de la lumière et l'énergie sont intimement liées. Donc, on peut comprendre que si on émet plus de photons, ça relance la circulation dans les méridiens et les nadis. Mais Mhm. on peut comprendre qu'on peut agir sur l'ADN parce qu'on sait que les biophotons altèrent positivement ou négativement l'expression des gènes. Donc, en envoyant une lumière cohérente ou informelle, alors on peut changer sur le moyen long terme l'expression des gènes et améliorer ou l'état de santé d'un organe ou la peau. Et là, ça devient cohérent et logique. D'accord. Je vais créer une passerelle entre magnétisme et spiritualité. Est-ce que j'ai tort si je me dis que certains miracles validés par l'Église, par exemple l'Église catholique, peuvent être associés à une certaine forme de magnétisme ou d'effet interne à l'organisme? Vous voyez, je pensais au miracle de Lourdes, par exemple. Il y a deux approches possibles. Parce que quand on magnétise quelqu'un, en fait, on apporte bien de l'énergie à quelqu'un, mais on fait appel à la capacité d'auto-guérison de la personne. Il faut que la personne soit actrice de sa guérison. Donc, on relance les capacités naturelles de guérison de l'organisme. Donc, jusqu'à quel point l'organisme peut s'auto-guérir, on ne sait pas. Donc, c'est une première approche qui peut expliquer certains miracles. Après, il y a d'autres miracles qui sont, eux, par contre, inexplicables, où il y a le cas d'un enfant qui revoyait alors que structurellement, la structure dans l'œil n'était pas réapparue, elle est réapparue plus tard. Des personnes où les os ont repoussé. Donc là, oui, il y a une intervention autre qu'on peut attribuer à la Vierge Marie, mais qui peut se comprendre si on renverse l'hypothèse que c'est la conscience qui crée la matière, donc la conscience supérieure qui crée les mondes, comme Marie qui est l'équivalent d'Isis, enfin, c'est la créatrice des mondes. Donc si elle intervient dans le monde, elle fait ce qu'elle donc elle peut faire repousser un organe, elle peut tout faire. Mais là, c'est pas nous qui intervenons, c'est même plus la capacité d'auto-guérison du corps, c'est ce principe créateur des mondes qui intervient et qui fabrique quelque chose instantanément. Et Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, vous savez, sur le fondateur du Reiki. Je crois que c'était Usui, mais je me rappelle plus de son nom précisément. Et la comparaison à Jésus avec la position des mains qui permet par le magnétisme de guérir et qu'il a repris un petit peu ce précepte-là, histoire de se dire que le Reiki pouvait reprendre ces valeurs-là et définir toute une pratique. On est un petit peu dans une approche similaire globalement dans ce qu'on est en train de se dire. oui, c'est similaire, mais effectivement, après, les magnétiseurs, on peut se connecter à d'autres plans pour avoir des informations ou avoir des aides surnaturelles, entre guillemets, pendant qu'on soit. Donc ça, c'est une réalité. Euh, mais après, il y a une autre forme de guérison miraculeuse qui nous échappe. Et le personnage Jésus faisait sûrement du magnétisme avec l'imposition des mains, mais le principe Christ qu'il portait, lui peut tout faire. C'est différent. C'est pour ça qu'il y a des miracles pourtant il dit dans la Bible qu'on pourrait les refaire. Peut-être qu'on a la capacité de les refaire et qu'on a la conscience qui nous permettrait de le faire si on se connecte en permanence à notre conscience supérieure et peut-être qu'on pourrait faire ça. Mais je ne sais pas encore si on Alors, peut. non, mais c'est marrant parce que on pourrait se rapprocher de deux théories. Alors, l'énergie universelle qui est celle du Reiki, et moi j'avais aussi en tête l'énergie terrestre en considérant par exemple la Terre comme un être vivant, soi-disant Gaïa par exemple,
Et pourquoi ne pas se dire que finalement le magnétisme que chacun diffuse ou émet ne serait pas une partie énergétique de celle de Gaïa, par exemple. Vous voyez, c'est très métaphysique hein, ce que je vous dis là. Ah oui, c'est possible. De toute façon, on est bien connecté à la planète. Et qu'en magnétisme, il faut être ancré. De toute façon, il faut être posé. Il faut pas. Paradoxalement, pour faire des pratiques énergétiques, il faut être très très ancré. Il ne faut pas flotter dans les étoiles, sinon on peut pas. Il faut avoir les pieds sur terre. Je Donc effectivement, comprends. on prend bien de l'énergie sûrement tellurique du sol et de l'énergie cosmique aussi. Et donc l'humain, les Chinois, ils le déterminent comme ça aussi. L'homme est entre le ciel et la terre, et donc on canalise ces deux formes d'énergie par une transmutation interne. On, on la renvoie vers le passé. Alors, du coup, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est notre énergie ou est-ce qu'on est des catalyseurs en fait? On est des catalyseurs et des catalyseurs alchimiques. En fait, on fait une forme de transmutation de l'énergie. D'accord. Allez, ça m'amène à la dernière question. Alors, on a abordé tout à l'heure les affections pour lesquelles le magnétisme est recommandé. On a parlé du zona, des coupeurs de feu, etc. À l'opposé, il y a des affections pour lesquelles le magnétisme n'est pas recommandé. On ne va pas traiter tout ce qui est des fractures ou des cas très graves. Après, on peut accompagner des personnes qui ont des maladies graves pour qu'elles aient assez de vitalité pour être accompagnées, parce qu'il y a des traitements qui sont lourds, qui sont nécessaires, mais qui sont. Donc, en accompagnant les personnes au niveau énergétique, ça leur permet d'être plus en forme et de mieux supporter les traitements et donc de guérir. On pourrait dire que le magnétisme n'est pas recommandé si la personne est trop fatiguée ou si elle a des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie qui la mettent dans un état énergétique où elle ne serait pas propice. Mais après, on peut aussi ponctuellement l'aider pour supporter les traitements. On peut au moins l'aider émotionnellement ou par l'écoute. C'est déjà une forme de la personne. Parce que la médecine moderne devient très inhumaine. Donc elle prend les gens comme des robots et elle donne le médicament et puis il n'y a pas de suivi derrière. Donc d'être accompagné par un thérapeute, ça permet aux personnes de se sentir soutenues. Rien que ça peut les aider. Dans tout ce qui est troubles psychiatriques, on ne les traitera pas avec le magnétisme ou des libérations émotionnelles. Après, une nuance quand même, c'est que dans certains troubles psychiatriques, ce sont comment dire, des gens qui sont comme envoûtés ou qui ont des présences en. Et donc, il y a certaines personnes qui ont des troubles psychiatriques réels et c'est un dysfonctionnement du cerveau. Il y a d'autres personnes, c'est autre chose. C'est une forme d'emprise démoniaque ou d'emprise énergétique. Dans ce cas-là, le magnétisme pourrait être utile pour enlever ces présences ou enlever ces blocages énergétiques et faire que la personne aille mieux. Beaucoup de schizophrènes sont en fait des gens qui portent des énergies en eux qui leur appartiennent. Donc, effectivement, on ne peut pas traiter directement la personne. Il faut être accompagné par les psychiatres et leurs médicaments allopathiques parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Mais j'espère que dans l'avenir, ça se développera et que la psychiatrie prendra cette part en compte. Et donc là, il faudrait que ce soit complémentaire. Sinon, on enlève ces énergies qui les bloquent ou ces présences. Alors, la personne ira beaucoup mieux derrière. Pour rappel, avant que nous nous séparions, comment vous contacter pour faire appel à vos talents et à vos dons de magnétiseur en l'occurrence? Le plus simple, c'est d'aller voir sur mon site internet et puis après de m'appeler ou de m'envoyer un mail. C'est le plus simple. Et sinon, j'ai une page Resalib aussi ou sur l'annuaire des thérapeutes. Mais après, tout ramène vers le site internet. Ok, c'est bien noté. Merci Frédéric Deblois. On se dit à l'année prochaine, si je ne me trompe pas, et visiblement avec des chroniques cette fois. Oui, je vais préparer ça à la fin du mois et des Ok, chroniques pour la rentrée. ok. Une nouvelle émission qui s'appellera, si je ne m'abuse, les chroniques de Fred ou quelque chose comme ça? Oui, ou les conseils, ou les bonnes idées, c'est à définir, mais oui, une petite chronique comme Ok, Frédéric. Bon, ben écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous début janvier. Une émission à retrouver sur Conscience TV et puis sur la chaîne YouTube et le site officiel de Frédéric Deblois. À bientôt, Frédéric. Au revoir. ça. À bientôt.